La gifle résonna comme un coup de tonnerre dans la cour de la caserne. Sous le ciel plombé de Paris en cet automne 1942. Mathie, le visage en feu, sentit le sang couler de sa lèvre fendue. Mais ce n'était rien comparé à la trahison qui lui dévorait le cœur, son père. Le colonel Paul-Émile Duval l'avait frappé devant ses hommes. Pour un secret qu'il avait surpris dans une lettre froissée. Traître à ton sang. Fils indigne, hurla le vieil officier. Sa voix rauque d'un patriote brisé par la guerre et par la honte. Et pourtant, dans ce silence oppressant de bottes claquant et de regards fuyants, Mathie releva la tête, ses yeux verts flamboyants de défi. Murmurant d'une voix à peine audible, « Père, je suis ton fils. Et j'aime qui je suis. » La guerre avait transformé Paris en une ombre d'elle-même. Les nazis défilaient sur les Champs-Élysées. Les rationnements creusaient les ventres. Et les amours clandestins fleurissaient dans les caves humides comme des champignons vénéneux. Mathie Duval, 22 ans. Fils unique d'un héros de Verdun. Avait grandi dans l'ombre rigide de l'uniforme. Son père, Paul-Émile, colonel dans la résistance naissante, incarnait la France éternelle, droit, inflexible, imprégné de ces valeurs gaullistes qui sentaient la poussière des tranchées et le vin rouge des dimanches familiaux. Mais Mathie, avec sa silhouette élancée, ses mains fines de pianiste et son regard qui s'attardait trop longtemps sur les épaules larges des camarades d'école, portait en lui un secret qui le rongeait comme une fièvre. Tout avait commencé 2 ans plus tôt, lors d'une permission volée à Lyon. Mathie, alors simple soldat dans une unité de transmission, avait croisé Paul Laurent, un infirmier aux yeux bleus comme la mer du Nord, originaire d'un petit village normand. Paul, 24 ans, avait ce sourire en coin qui désarmait les peurs, et une douceur dans les gestes qui contrastait avec le chaos de la guerre. Ils s'étaient rencontrés dans un café enfumé, où les murmures de la résistance se mêlaient aux rires forcés. « Tu as l'air d'un poète perdu dans une boucherie », avait lancé Paul en voyant Mathie triturer nerveusement son café ersatz. Mathie avait rougi, balbutié une réponse sur les vers de Verlaine qu'il récitait pour oublier les bombes. Et ce soir-là, sous un pont du Rhône, leurs lèvres s'étaient trouvées. Timides d'abord, puis affamées. Comme si le monde entier se résumait à ce baiser volé aux ombres. Leur amour grandit en secret, nourri de lettres codées et de rendez-vous furtifs. Paul, avec sa formation médicale, soignait les blessés de la rue. Mais c'était Mathie qu'il pensait en premier, effleurant du bout des doigts les cicatrices invisibles de la solitude. « Nous sommes des fantômes dans cette ville morte », murmurait Paul lors de leur nuit dans un grenier de Montmartre, où le clair de lune filtrait à travers les tuiles brisées. Mathie, lové contre son torse, respirait l'odeur de savon et de tabac qui émanait de lui. Et pour la première fois, il se sentait entier. Il rêvait d'un après-guerre, d'une petite maison en Provence où les lavandes cacheraient leurs étreintes, loin des regards inquisiteurs et des lois qui punissaient l'amour comme un crime. Mais la guerre n'épargne pas les tendres. En 1941, lors d'une opération ratée près de la ligne de démarcation, Paul fut capturé par les Allemands. Mathie, fou d'angoisse, avait supplié son père d'intervenir, utilisant les contacts de la résistance. Paul-Émile, les traits tirés par l'épuisement, avait consenti. Mais à quel prix? Il avait risqué sa propre couverture pour libérer l'infirmier, ignorant tout de la nature de leur lien. Paul revint, amaigri, hanté par les camps de transit, mais vivant. Mathie le serra contre lui dans une église désaffectée,
leurs larmes se mêlant sur le sol froid. Je t'aime. Mon ange, souffla Paul. Et Mathie répondit, plus que la vie elle-même. Pourtant. Le destin. Ce farceur cruel. En décida autrement. Le colonel. Lors d'une fouille routinière dans les effets de son fils, trouva la lettre. Écrite d'une main tremblante après une nuit d'amour. Elle décrivait en termes crus et poétiques leur passion interdite, ton corps est ma France libre. Paul. Et je me battrai pour toi comme pour la patrie. Paul-Émile. Le visage blême. Convoqua Mathie à la caserne ce matin-là. Les soldats, alignés pour l'appel, assistèrent à la scène, le père giflant le fils. Le cri de rage qui fit trembler les murs. Tu déshonores ton nom. Tu es une abomination. Les hommes, mal à l'aise, baissèrent les yeux. Certains murmurant des sympathies. D'autres hochant la tête en approbation muette. Mathie, le goût du sang dans la bouche, ne broncha pas. Il se contenta de ramasser la lettre déchirée et de quitter la cour. Le cœur en lambeaux. Les jours suivants furent un tourbillon de silence. Mathie erra dans Paris occupé, évitant le domicile familial du quartier latin où sa mère, une ombre discrète, priait en vain pour la paix. Paul, alerté par un messager discret, le trouva dans un bistrot de Belleville. Le visage tuméfié. Ton père. Il sait, demanda-t-il. La voix brisée. Mathie hocha la tête, les larmes coulant enfin. Ils s'enlacèrent dans l'arrière-salle, ignorant les regards suspicieux du patron collaborationniste. Nous partirons, décida Paul ce soir-là. Vers le sud. Rejoindre les maquis. L'amour n'est pas un crime. Mathie. C'est notre résistance à nous. Mais le conflit s'enracinait plus profond. Paul-Émile, rongé par la honte, multiplia les missions périlleuses, comme pour expier le péché de son sang. Il interdisait à Mathie de quitter la caserne, le surveillant comme un prisonnier. Lors d'un dîner tendu, sous le portrait jaunissant de Gaulle, il lâcha, tu peux choisir. Fils, l'uniforme ou l'exil. Mais pas cette perversion. Mathie, la gorge nouée, répondit, père. L'uniforme ne fait pas un homme. C'est le cœur qui le forge. Le colonel se leva, renversant son verre de Bordeaux, et quitta la pièce sans un mot. Bientôt, les rumeurs enflèrent. Dans les cercles de la résistance, on chuchotait sur le fils du colonel, accusé de faiblesse morale. Mathie, assigné à des tâches subalternes, sentait les regards peser comme des menottes. Paul, de son côté, soignait en silence, mais son amour pour Mathie le rendait imprudent. Une nuit, lors d'un bal clandestin dans un sous-sol de Pigalle où les couples dansaient au son d'un accordéon rouillé, ils s'embrassèrent ouvertement, ivres de vin volé et de liberté éphémère. Un espion nazi, tapi dans l'ombre, les repéra. Le lendemain, une note anonyme atterrit sur le bureau de Paul-Émile, votre fils fraternise avec l'ennemi. Et pire, le colonel, déchiré entre devoir et paternité, convoqua une réunion secrète avec ses officiers. Mathie doit être protégé, déclara-t-il. La voix chevrotante. Mais en privé. Il pleura pour la première fois depuis la Marne, maudissant le sort qui avait fait de son fils un paria.
Matty, ignorant tout, préparait son évasion avec Paul. Ils avaient un plan, traverser la zone libre déguisée en paysan. Rejoindre un réseau à Marseille. Et si ton père nous suit, murmura Paul un soir, dans leur cachette près de la Seine. Matty sourit tristement, il nous est déjà. Que pourrait-il faire de plus? La trahison frappa comme un éclair. Lors d'une patrouille nocturne, Paul fut arrêté par la Gestapo. Sur dénonciation. Matty, alerté par un billet glissé sous sa porte, se rua à la prison de la Santé. Là, face au barreau froid, il trouva son père. Le visage de pierre. « C'est toi qui l'as livré » hurla Matty. Les poings serrés. Paul-Émile détourna les yeux. « Pour te sauver. Fils. Ils le tortureront. Mais toi, tu resteras pur. » Le monde de Matty s'effondra. La gifle de la cour n'était rien, celle-ci était un poignard en plein cœur. Dans les jours qui suivirent, Matty sombra. Il errait dans les rues de Paris, où les affiches de Vichy proclamaient la morale familiale, moquant son désespoir. Paul, interrogé dans les sous-sols humides, refusait de trahir le réseau, endurant les coups pour protéger Matty. Une lettre clandestine lui parvint, « Tiens bon. Mon amour. Je viendrai te chercher. Robe ou pas. » C'était une allusion à leur jeu secret. Où Matty, dans l'intimité, enfilait une robe volée à une sœur disparue. Symbole de sa féminité refoulée. De sa liberté volée. Le colonel, hanté par son acte, chercha la rédemption dans l'action. Il organisa une opération audacieuse pour libérer Paul, risquant sa vie et celle de ses hommes. Mais au cœur de la nuit, alors que les explosions secouaient la prison, Matty surgit, déguisé en femme de ménage ou une robe grise usée sur son corps tremblant. « Père, libère-le. Ou tue-moi avec lui. » Paul-Émile, stupéfait, vit dans ce geste une folie sacrée. Les balles sifflaient. Les cris résonnaient. Et pour la première fois, il comprit, son fils n'était pas faible, mais invincible dans son amour. Paul fut sauvé, mais blessé gravement. Dans une planque près de la Bastille, Matty veilla sur lui, changeant ses bandages avec des mains tremblantes. « Tu as porté cette robe. »« Pour moi, » murmura Paul, faible mais souriant. Matty hocha la tête, les larmes coulant, « Oui. Et je la porterai encore. Devant le monde entier s'il le faut. » Leur étreinte, sous la lueur d'une bougie, fut un serment, l'amour triompherait. Ou il mourrait en essayant. Pourtant, la guerre n'avait pas dit son dernier mot. Le colonel, marqué par la nuit, commença à douter. Lors d'un briefing, il surprit Matty et Paul en train de s'embrasser dans un couloir sombre. Au lieu de la rage, un silence pesant s'installa. « Fils, dit-il enfin. La voix brisée. J'ai été aveugle. » Était-ce le début d'une réconciliation? Ou le prélude à une nouvelle trahison? Matty, méfiant, serra la main de Paul. La nuit parisienne, avec ses sirènes lointaines, semblait retenir son souffle. Les jours suivant la libération de Paul furent un fragile équilibre. Comme un pont de fortune sur la Seine en crue. Matty et Paul se cachèrent dans un appartement exigu du Marais.
Un ancien atelier d'artiste où les toiles poussiéreuses servaient de rideaux. La ville. Sous le couvre-feu. Bruissait de rumeurs, les Alliés approchaient. Mais les nazis resserraient leur étau. Paul. Le flanc bandé d'un éclat d'obus. Reposait sur un lit de camp. Son souffle irrégulier rythmant les nuits de Matty. Raconte-moi encore cette robe, murmurait-il parfois. Pour chasser la douleur. Matty. Assis au bord du lit. Traçait du doigt les contours de son visage pâle. C'était celle de tante Élise. Rouge comme un coquelicot des champs de Normandie. Je l'ai portée une fois. Seul. Devant le miroir fêlé. Et j'ai vu. Moi. Pas le soldat. Pas le fils du colonel. Juste moi. Libre. Paul souriait faiblement. Ses yeux bleus voilés de fièvre. Leur amour, forgé dans le feu de la clandestinité, était une bulle de lumière dans l'enfer gris de l'occupation. Ils faisaient l'amour doucement, avec la tendresse des survivants, explorant chaque courbe comme si c'était la dernière. Tu es ma muse. Matty soufflait Paul contre sa peau. Et Matty répondait par des baisers qui goûtaient le sel des larmes et le sucre des rêves. Mais la guerre infiltrait tout, les sirènes hurlantes. Les rations maigres. Et surtout, l'ombre du colonel qui planait comme un spectre. Paul-Émile. De son côté, luttait avec ses démons. Dans les couloirs de la caserne. Il surprenait les murmures, le colonel a un fils. Enfin. Vous savez. Ces officiers loyaux feignaient l'ignorance. Mais la honte le rongeait. Il repensait à sa propre jeunesse. À un camarade de tranchée. Un lieutenant au rire contagieux. Mort à Verdun dans ses bras. Était-ce de l'amour? Il avait enterré ce souvenir sous des couches de devoirs. De médailles et de veuves consolées. Maintenant. Face à Matty. Il voyait le reflet de cette faiblesse enfouie. Une nuit. Ivre de Calvados volé. Il frappa à la porte de l'appartement du Marais. Matty ouvrit. La robe grise encore sur les épaules. Paul endormi derrière lui. Père. Le mot sortit comme un sanglot. Paul-Émile entra. Titubant. Et s'effondra sur une chaise. Je t'ai trahi. Fils. Pour te sauver. Mais c'était moi que je sauvais. De mon propre reflet. Les mots se bousculèrent, confession d'un homme brisé par la guerre. Par la perte de sa femme emportée par la tuberculose en 1938. Par la peur de l'héritage maudit. Matty écouta. Le cœur battant. Et Paul? Tu l'as dénoncé pour me punir? Le colonel secoua la tête. Non. Pour te forcer à choisir, la famille ou. Ça. Mais je vois maintenant. C'est la même chose. Il tendit une main tremblante. Et Matty la prit. Pour la première fois sans haine. Paul se réveilla à l'aube. Surpris de voir le colonel penché sur lui. Changeant son pansement avec une maladresse touchante. Colonel. Vous. Paul-Émile grogna, appelez-moi Paul-Émile. Et occupez-vous de guérir. Ma résistance a besoin d'hommes comme vous. C'était un pas timide vers la paix. Mais les ombres persistaient. Le lendemain. Une lettre arriva, un ordre de mutation pour Matty vers le front alsacien. Signé par un supérieur zélé. C'est pour ton bien, nota le colonel en aparté. Mais Matty y vit la main de la trahison. Peut-être pas celle de son père.
mais celle de la machine militaire. Le conflit s'intensifia. Matty refusa l'ordre, désertant pour rejoindre Paul dans une planque plus sûre. Un moulin abandonné en banlieue. Là, sous les meules silencieuses, ils ourdirent leur propre résistance, distribuer des tracts, soigner les blessés anonymes. Et surtout, s'aimer avec une ferveur qui défiait les bombes. Une nuit, lors d'une mission pour exfiltrer un juif traqué, ils furent pourchassés par une patrouille allemande. Paul, encore faible, trébucha dans la boue. Et Matty le porta sur son dos. La robe improvisée en cape pour masquer leur fuite. « Laisse-moi. Matty. Sauve-toi » cria Paul. « Jamais » répondit-il, haletant. Ils se terrèrent dans une grange, le cœur cognant comme un tambour de guerre. Et là, dans l'odeur de foin et de peur, ils s'unirent avec une urgence désespérée, leur corps se fondant en un seul cri de défi. Mais la trahison revint, plus vicieuse. Un compagnon de résistance, jaloux de l'attention du colonel sur Paul, les dénonça aux autorités de Vichy. Arrêtés lors d'un rendez-vous, Matty et Paul furent séparés, jetés dans des cellules adjacentes à la préfecture. Matty entendait les cris de Paul sous la torture, et chaque hurlement était un couteau dans sa chair. « Dis-leur rien. Mon amour, supplia-t-il à travers le mur. Paul tint bon. Mais à quel prix? Le colonel, informé par un réseau fidèle, lança une opération suicide pour les libérer. Dans le chaos des explosions, il trouva Matty, enchaîné, le visage ensanglanté. « Fils. Pardonne-moi. » Matty, les yeux fous, cracha, « Sauve Paul d'abord. Ou tout est perdu. » Paul fut exfiltré. Mais Matty, blessé à la jambe, dut être porté par son père. Dans la fuite, sous la pluie battante, Paul-Émile murmura, « Je porte ta robe maintenant. Fils. Celle de la honte. Et je la porterai fièrement. » C'était une métaphore? Mais pour Matty, c'était une rédemption. Ils rejoignirent une ferme isolée en Bourgogne, où Paul se remit lentement. Les trois hommes père, fils, amants en partagèrent des repas frugaux. Des silences lourds rompus par des histoires. Paul raconta son enfance normande. Matty ses rêves de Paris libéré. Et le colonel, pour la première fois, parla de Verdun sans amertume. Pourtant, le chaos trao se profilait. Les Alliés débarquèrent en Normandie en juin 1944. Et la résistance s'embrasa. Matty et Paul furent appelés au front, le colonel à leur tête. Lors d'une embuscade près de Caen, Paul fut touché. Une balle dans l'épaule. Matty, hystérique, le traîna à l'abri, ignorant les tirs. « Ne meurs pas. Pas maintenant. » Le colonel couvrit leur retraite, abattant deux ennemis de ses propres mains. Blessé lui-même, il s'effondra près d'eux. « Fuyez. Vivez pour moi. » Matty refusa, « Non. Père. Nous vivons ensemble. » Ou pas du tout. Dans l'hôpital de campagne, sous les hurlements des mourants, Paul se réveilla pour trouver Matty à son chevet. La robe rouge récupérée d'une maison bombardée drapée sur ses épaules comme un étendard. « Pour toi, dit Matty simplement. Paul pleura.
Et le colonel, depuis son lit voisin, hocha la tête en silence. C'était un moment de grâce. Fragile comme une libellule. Avant que la guerre ne reprenne ses droits. Les semaines suivantes furent un tourbillon, avancées alliées. Libération. Mais aussi vengeance. Un ancien collaborateur, reconnaissant Paul comme l'infirmier qui l'avait soigné malgré tout, jura sa perte. Lors d'une nuit de fête à Paris libéré où les cloches sonnaient. Les couples dansaient dans les rues. L'assassin frappa. Mathie, sentant le danger, poussa Paul de côté, prenant le coup de couteau destiné à son amant. Le sang coula chaud sur la robe rouge, transformant le tissu en une fleur écarlate. Mathie. Non, hurla Paul, le serrant contre lui tandis que la foule se figeait. Le colonel arriva en trombe, abattant le tueur d'un seul coup. Mais il était trop tard. Mathie, agonisant dans les bras de Paul, murmura, « Porte-la pour moi. » La robe. Montre au monde. Ses yeux se fermèrent sur un sourire paisible. Paul, brisé, enfila la robe ensanglantée là, devant les passants stupéfaits. Un geste de deuil et de défi qui fit taire la nuit. La mort de Mathie laissa un vide béant. Comme si Paris elle-même avait perdu son âme. Paul erra dans les rues pavées. La robe rouge pliée sous son bras comme un talisman maudit. Son épaule encore bandée pulsant au rythme de son chagrin. La libération était là, drapeau tricolore flottant aux fenêtres. Femme tondue pour collaboration. Et de Gaulle paradant sous l'arc de triomphe. Mais pour Paul, c'était une farce. Il revoyait Mathie dans chaque ombre. Entendait son rire dans le vent d'automne qui balayait les feuilles mortes du Luxembourg. Pourquoi toi? Mon amour? Pourquoi pas moi? Murmurait-il à la scène, jetant des cailloux qui ricochaient comme des reproches. Le colonel Paul-Émile, promu général pour ses exploits, s'enferma dans son bureau de la caserne rénovée. Les médailles s'empilaient. Mais son regard était vide. Il avait enterré son fils dans un cimetière militaire discret. Une croix anonyme gravée à Mathie Duval. Héros de l'ombre. La robe, lavée du sang, reposait dans un tiroir. Un secret partagé avec Paul lors d'une veillée funèbre où il s'était saoulé au pastis. Échangeant des souvenirs comme des reliques. Il était brave. Votre fils, avait dit Paul. La voix rauque. Plus que moi. Il a porté sa vérité jusqu'au bout. Le général avait hoché la tête, et nous? Devons-nous la porter aussi? Le conflit intérieur du colonel culmina lors d'un dîner officiel à l'Élysée, où les vainqueurs trinquaient à la France renaissante. Paul y fut invité comme infirmier décoré, vêtu d'un costume trop large prêté par un ami. Assis à la même table, ils évitèrent les regards. Mais la tension crépitait. Une veuve de guerre, sentant leur malaise, osa, vous deux. Vous avez perdu quelqu'un de cher. N'est-ce pas? Paul-Émile. Le vin aidant. L'achat, mon fils. Mort pour l'amour. Les convives se turent. Et Paul, le cœur serré, posa une main sur la sienne sous la nappe, un geste fugace, mais chargé. Dehors, sous les lumières des lampadaires réparés, Paul confronta le général. Vous l'avez aimé. À votre façon. Mais vous l'avez brisé. Paul-Émile s'appuya au mur. Vieilli de 10 ans. Je l'ai giflé pour le sauver de moi-même.
Et maintenant? Je vis avec ce fantôme. Ils marchèrent jusqu'à la Seine. Où Mathie les avait tant aimés. Paul sortit la robe, la déployant au vent. Portez-la. Général. Une nuit seulement. Pour lui. Le défi était lancé. Et Paul-Émile, les yeux humides, accepta. Cette nuit-là, dans l'appartement du Marais, le colonel enfila la robe rouge. Elle lui allait mal, trop étroite aux épaules, trop fluide aux hanches, mais il se tint devant le miroir, comme Mathie l'avait fait. Paul, témoin silencieux, sentit les larmes monter. Vous ressemblez à un roi déchu, dit-il doucement. Paul-Émile rit. Un son cassé, ou à un fou. Mais pour la première fois, je me vois. Pas le héros. Pas le père. Juste un homme. Ils parlèrent jusqu'à l'aube, de regret. De peur. Et d'un amour naissant. Timide? Entre eux. Pas pour remplacer Mathie. Mais pour honorer son legs. Paul toucha l'épaule du général. Et ce fut un baiser chaste, salé de sel. Un pont vers l'avenir. Mais la trahison. Cette vipère n'était pas morte. Un journaliste collaborationniste recyclé, cherchant un scoop, avait espionné le dîner. Il publia un article venimeux dans un torchon d'extrême droite, le général Duval. Traître à l'honneur? Son fils gay et son amant infirmier. Les photos floues montraient la main sous la nappe. Et les rumeurs enflèrent. Paul-Émile fut convoqué au ministère. Accusé de conduite immorale qui ternissait l'armée naissante. Général? Vous êtes un symbole. Démissionnez. Ou on vous brise, menaça le ministre. Paul, apprenant la nouvelle, se rua à la caserne. Fuyons. Vers la Normandie. Comme Mathie le voulait. Le général refusa. Non. Je porte cette robe publiquement. Pour lui. Pour nous. Le chaos Trao éclata lors d'une conférence de presse improvisée devant l'hôtel de ville. Vêtu de son uniforme impeccable. Paul-Émile prit la parole, mon fils Mathie est mort en héros. Protégeant l'amour qu'il chérissait. J'ai failli à mon devoir de père. Mais pas à celui de Français. L'amour, quel qu'il soit, est la vraie résistance. Puis, dans un geste théâtral, il sortit la robe rouge et la drapa sur ses épaules. Face au flash ébloui. La foule hurla, certains en rage. D'autres en applaudissements. Paul, à ses côtés, serra sa main. Et pour un instant, Paris sembla retenir son souffle. Les conséquences furent immédiates. Le ministre exigea sa démission. Mais de Gaulle, informé, intervint, la France a besoin d'hommes braves. Pas de saints. Paul-Émile fut réhabilité. Mais le prix était lourd, lettre de haine. Regard fuyant dans la rue. Paul et lui se retirèrent dans la maison normande de Paul. Un cottage face à la mer déchaînée. Là, loin des lumières, ils apprirent à s'aimer lentement. Paul enfilait la robe lors des soirs calmes, dansant au son d'un gramophone rayé. Et le général riait. Libéré. Mathie serait fier, disait-il. Et Paul répondait, il l'est. Il nous regarde. Pourtant, le passé ressurgit. Une lettre anonyme arriva, le journaliste, traqué pour d'autres crimes,
Jurait vengeance. Lors d'une promenade sur la plage. Un coup de feu claqua. Paul-Émile s'interposa, prenant la balle dans le dos. Paul, hurlant, le traîna à l'abri des dunes. Pas vous aussi. Pas maintenant. Le général, agonisant. Souris, porte-la. Paul. La robe. Pour nous deux. Il mourut au lever du soleil. Les vagues chantant un requiem. Paul. Seul. Enterra le général près de la mer. La robe rouge sur le cercueil comme un voile nuptial. La trahison avait pris fin. Mais l'amour perdurait. Les mois suivant la mort de Paul-Émile furent un exil intérieur pour Paul. La Normandie, avec ses falaises battues par les vents, devint son sanctuaire et sa prison. Il soignait les pêcheurs du village. Ses mains habiles pansant les filets déchirés autant que les plaies du corps. Mais la nuit, seul dans le cottage, il dépliait la robe rouge, la caressant comme une amante perdue. L'odeur de lavande persistait. Un fantôme de Mathie. Et parfois, il imaginait le général dansant avec eux. Un trio spectral sous la lune. Vous m'avez appris à aimer sans peur, murmurait-il au vide. Paris appelait. Tentatrice. La ville se reconstruisait, café rouvrait. Jazz américain infiltrait les cabarets. Et les amours nouvelles fleurissaient dans l'euphorie de la paix. Paul y retourna pour une conférence médicale, où il parla des traumas de guerre avec une voix qui tremblait encore. Une jeune veuve. Élise, l'ironie du sort, comme la tante de Mathie, l'approcha après. Votre discours. Il m'a touché. Mon mari est mort à Bir Hakeim. Et je porte son deuil comme une robe trop lourde. Paul sourit tristement, la mienne est rouge. Et elle m'allège. Élise devint une amie. Une confidente qui écoutait sans juger les histoires de Mathie et du général. Ensemble, ils fondèrent une association discrète pour les orphelins de guerre, où Paul soignait les âmes autant que les corps. Mais le conflit latent ressurgit, un vétéran, ancien subordonné du colonel, le reconnut et l'accusa publiquement de séduction indue. Vous avez perverti le général. Son fils était une honte. Et vous? Les journaux sensationnalistes reprirent l'affaire, transformant Paul en bouc émissaire. L'infirmier maudit de la résistance, titrait-il. Paul, las, envisagea l'exil au Canada, où un cousin offrait un billet. Mais lors d'une nuit pluvieuse à Paris, il croisa un jeune artiste, Julien, aux yeux verts rappelant Mathie. Julien, homosexuel assumé dans ce Paris post-guerre plus tolérant, l'invita dans son atelier du quartier latin. Votre histoire. Je l'ai lue. Vous êtes un héros romantique, dit-il en servant du vin. Paul rit. Amer, ou un survivant brisé. Ils parlèrent jusqu'à l'aube. Et Julien, avec sa fougue juvénile, embrassa Paul un baiser frais, chargé d'avenir. Leur romance naquit comme une fleur sauvage, promenade au Père-Lachaise, où Paul déposait des roses sur la tombe de Mathie, nuit dans l'atelier, où Julien peignait Paul nu, la robe rouge drapée comme un manteau. Tu es beau dans la vulnérabilité, murmurait Julien. Paul, renaissant, répondait par des caresses qui effaçaient les cicatrices. Mais la trahison guettait, Élise, jalouse en secret, découvrit des lettres de Julien et, dans un élan de possessivité, les montra à un journaliste ami.
L'article sortit, l'amant du général séduit un innocent. Le scandale éclata. Julien. Paniqué. Rompi, je ne peux pas. Paul. Pas avec ce poids. Paul. Dévasté. Erra dans Paris. La robe sous le bras comme un fardeau. Il confronta Élise dans un café enfumé. Pourquoi? Je t'aimais comme une sœur. Elle pleura, parce que je t'aime plus. Et Mathie. Il me vole à toi. La révélation brisa quelque chose en Paul, la confiance en l'humanité. Si durement regagné. Le chaos trao survint lors d'une manifestation pour les droits des anciens résistants. Paul. Invité comme orateur. Monta sur l'estrade de la place de la Concorde. La foule. Mélange de vétérans et de jeunes idéalistes. Scandait et liberté. Il parla d'amour perdu. De robes portées en défi. Et soudain. Il enfila la rouge devant tous. Un geste prophétique. Ceci n'est pas une perversion. Mais un étendard. Pour Mathie. Pour Paul-Émile. Pour tous ceux que la guerre a brisés. Les applaudissements fusèrent. Mais un groupe d'extrémistes chargea. Poing brandi. Julien surgit de la foule. Protégeant Paul d'un coup de matraque. Je suis là. Je t'aime. Idiot, cria-t-il. Ensemble. Ils fuirent vers la Seine. Où Élise les attendait. Repentante. Une arme à la main, un revolver du général. Prends-le. Défends-toi. Paul refusa, non. L'amour n'est pas une arme. La police dispersa les émeutiers. Et Paul. Julien à ses côtés. Fut acclamé comme un symbole. Dans les jours suivants. Leur amour s'approfondit. Julien peignit un portrait de Paul en robe. Exposé dans une galerie underground. Titré L'Écho rouge. Élise se racheta en finançant l'association, devenant une alliée farouche. Paul. Enfin. Trouva la paix, un mélange de deuil et d'espoir. Où Mathie et le général veillaient comme des gardiens bienveillants. L'année 1946 apporta un semblant de normalité à Paul. Mais avec des couleurs nouvelles. Paris bourdonnait, le festival du film renaissait. Les existentialistes fumaient dans les caves de Saint-Germain. Et l'air sentait la liberté au sel des corps autant que des esprits. Paul et Julien s'installèrent dans l'atelier. Transformés en nid d'amour bohème, toiles inachevées. Vin coulant à flot. Et la robe rouge accrochée comme un totem au mur. Elle nous unit, disait Julien en l'effleurant avant de peindre. Paul. Soignant toujours. Rentrait les soirs avec des histoires de patients, un vieux résistant guéri de ses fantômes. Une enfant orpheline qui riait pour la première fois. Leur relation. Forgée dans le scandale. Était un feu doux, matinal tendre où Julien traçait des portraits au fusain sur la peau de Paul. Nuit où il dansait nu au son de Django Reinhardt. Riant des voisins qui tapaient au plancher. Tu m'as sauvé de moi-même, confiait Paul. Lové contre son torse. Julien. Avec sa barbe naissante et ses yeux pétillants. Répondait, non. C'est la robe. Elle porte les âmes. Il voyageait parfois en Normandie. Déposant des fleurs sur les tombes. Et Paul-Émile semblait sourire dans le vent salin. Pourtant. Le dernier conflit émergea de l'intérieur, Paul. Hanté par les pertes. Craignait d'aimer trop fort. Lors d'une exposition à New York, Julien y vendait ses toiles. Paul paniqua dans la foule cosmopolite. Et si je te perds comme les autres, murmura-t-il dans leur chambre d'hôtel face à Manhattan scintillante. Julien.
patient. Enfila la robe rouge volée dans les bagages. Regarde-moi. Je la porte pour toi. Pour eux. Nous sommes éternels. Ils firent l'amour avec une urgence joyeuse. Les lumières de la ville dansant sur leur corps. Et Paul comprit, l'amour n'était pas une chaîne. Mais un vol. De retour à Paris. La trahison finale frappa sous forme de maladie. Julien. Fiévreux après une exposition à la tuberculose d'un patient. S'effondra. Paul. Infirmier jusqu'à la moelle. Le veilla des jours entiers. Changeant les draps moites. Injectant des sérums rares. Tiens bon. Mon amour, supplia-il. La robe drapée sur une chaise comme une prière. Élise. Redevenue sœur. Apporta des remèdes du marché noir. La fièvre brisa Julien. Mais il survécut. Amaigri. Avec un sourire victorieux. J'ai vu Mathie en rêve, dit-il faiblement. Il disait, porte-la toujours. Le chaos personnel de Paul vint lors d'un procès symbolique, le gouvernement. Purgeant les collaborateurs. Appela Paul comme témoin contre le journaliste qui avait sali le général. Face à la cour bondée. Il parla, la vraie trahison n'est pas l'amour. Mais la haine qui le nie. Il sortit la robe. La tenant haut, ceci est l'héritage de mon père. De Mathie. Un appel à l'humanité. La salle se leva en ovation. Et le juge, ému, acquitta les accusés mineurs. Julien. Depuis le banc. Applaudit. Les yeux brillants. La paix s'installa enfin. Paul et Julien adoptèrent un enfant rescapé des camps. Un garçon nommé Émile en hommage. Ils élevèrent leur famille dans l'atelier. Où la robe rouge devint un conte du soir, l'histoire d'un fils giflé. D'un père repenti. D'un amant fidèle. Paul. Vieilli mais serein. Écrivit un mémoire, La robe écarlate. Un témoignage humaniste sur l'amour gai en temps de guerre. Publié anonymement mais acclamé. Des années plus tard. En 1968. Lors des barricades étudiantes. Paul aux cheveux grisonnants. Julien à ses côtés drapa la robe sur une statue de la République. Pour la liberté d'aimer, crièrent les jeunes. Et dans ce chaos joyeux, Paul sentit les âmes de Mathie et Paul-Émile, un hook éternel. Un baiser au-delà de la mort. La vie, cruelle et tendre, avait clos son cercle. Paul mourut paisiblement en 1985. La robe sur les genoux. Julien veillant. Porte-la pour nous tous, murmura-t-il. Julien le fit. Jusqu'à son dernier souffle. Un fil rouge liant les cœurs brisés en une tapisserie humaniste. Ainsi, dans l'ombre des amours défendus, la lumière perdura romantique, dramatique, éternelle.